Déjà que je partage? Bonjour. Ouais. Bonjour. Bonjour à tous. Euh, euh, alors, bienvenue dans ce nouveau webinaire destiné à l'innovation agricole et rurale en Corse. Donc moi, je suis Laura Guillonnet de la Chambre d'agriculture. Je travaille sur les références technico-économiques et aujourd'hui, c'est moi qui vais animer ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous accueillons Clément Thomas et Carole Attier du CEN, donc du Conservatoire des espaces naturels de Corse, qui vont nous parler de la pique grièche et comment conserver notre biodiversité et donc alimenter la lutte biologique dans nos cultures. Donc c'est une présentation qui va durer à peu près 20 minutes. Donc petit disclaimer de début, la présentation, elle est animée par des WooClap. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une technique d'animation où en fait, on va venir vous poser des questions. Donc, il y aura des slides où il y aura des QR codes. Donc, il faudra vous munir de votre téléphone et de prendre en photo les QR codes qui vous basculeront sur des petites questions quiz. Voilà, je comptais vous prévenir, vous munissiez de votre téléphone en écoutant la présentation. Alors, donc, les webinaires de l'innovation, c'est tous les mois, tous les premiers mardis du mois, chaque personne, chaque organisme vient présenter leurs projets, leurs expérimentations ou leurs initiatives. Donc, aujourd'hui, c'est le CEN qui a la parole. Donc, c'est une présentation qui est enregistrée. On aura donc droit à 20 minutes de présentation et après, on laissera un temps d'échange où là, vous pouvez lever la main et moi, j'interviendrai pour vous ouvrir le micro, éventuellement, si vous voulez faire une prise de parole orale. Autrement, vous avez aussi l'espace QR en haut dans les petites icônes. C'est un espace de questions-réponses où vous pouvez inscrire vos questions et moi, je les transmettrai à Carole et Clément pour animer les échanges. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour. Je laisse la parole à Carole et Clément. Bonjour à tous. Je suis Carole Attier. Je travaille sur les programmes oiseaux au Conservatoire d'espaces naturels et je suis particulièrement en charge de définir quels programmes on va mettre en place en Corse et comment on va les faire, avec quels moyens. Enfin, je suis donc responsable de programme et Clément est mon collègue sur le programme qui consiste à implanter des haies, en fait, des végétaux dans les milieux agricoles. Ce programme s'appuie sur les pigrièches, mais en fait, il se veut pour protéger toute la biodiversité de Corse. Parce qu'en fait, quand on protège certaines espèces, on protège beaucoup d'autres en même temps. Donc là, je vais vous parler des pigrièches, qui sont le modèle choisi pour ce travail. Donc, les pygrièches, en Corse, on a deux espèces, la pygrièche écorcheur à gauche et la pygrièche à tête rousse à droite. Ces deux espèces sont des espèces qui sont soit vulnérables, soit menacées en tout cas, ou quasi menacées. Ce sont des espèces qui sont un peu cryptiques, donc les gens les connaissent peu, mais c'est quand même des espèces très importantes, et surtout en Corse, parce qu'on est un des derniers réservoirs où ces populations de pygrièches se portent bien, alors que partout ailleurs sur le continent, les effectifs s'effondrent. Ces deux espèces de pygrièches bénéficient d'un plan national d'action, c'est-à-dire que au niveau du ministère de l'Environnement, on a un document qui décide des actions qu'on va mettre en place en France. Donc, dans ce plan national d'action, on est bien sûr obligé de tenir compte de la présence ou de l'absence des pygrièches, parce que les pygrièches sont des espèces migratrices, elles partent en Afrique. Et donc, si vous regardez le petit bandeau du bas de la présentation, vous voyez que, en fait, elles sont présentes en Corse que de mai à août. Le reste du temps, elles sont en Afrique. Ce qui est important pour protéger les espèces, c'est de protéger leur habitat. Donc là, je vais vous présenter l'habitat des pygrièches en Corse.
Sur la carte de gauche, vous avez ce qu'on appelle les habitats Corine Land Cover, c'est-à-dire que ça vous donne des grandes catégories d'habitats. Et les pies grièches se retrouvent, ce sont tous les points rouges, se retrouvent dans les systèmes culturaux et parcellaires complexes, et là où il y a des prairies et des surfaces toujours en herbe ou des pelouses et des pâturages. Donc c'est très localisé, mais vous voyez que c'est quand même bien réparti sur l'ensemble de la Corse, à part les zones montagneuses en flanc. C'est pas ça que je dois faire, c'est ça? Non, c'est plus mon truc. Oh, voilà. Excusez-moi, j'ai un petit problème technique là. Voilà, donc on va commencer le book lab. Donc là, soit vous prenez votre téléphone et vous flashez le QR code, soit vous allez sur Internet, sur le site wooklab.com et vous tapez le code d'entrée à côté. Je ne sais pas comment on peut savoir quand les gens sont prêts, Laura. Donc, juste pour le début, vous avez votre nom et prénom à rentrer pour qu'on sache à peu près qui a répondu du quoi. Et pensez bien à valider la réponse une fois que vous avez coché. C'est bon. On a commencé à avoir des réponses. Vous voyez les réponses Oui, on envoyées? voit les réponses. Donc ça va, tout le monde a bien réussi à se connecter. Là, je vois qu'il y a 7 participants. Oui, je pense que c'est bon. Très bien. Bon, donc on continue. Tu veux pas commenter? Mais je ne sais pas si on commente à la fin ou si on commente au fur et à mesure. En fait, dans la question, pensez-vous protéger la biodiversité chez vous? 5 personnes pensent le protéger et 2 pensent ne pas le protéger, mais c'est juste une question complètement ouverte, donc j'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens ont conscience de ce qu'ils font, donc on va voir par la suite si ça correspond à des actions qui sont favorables aux pygrièches, par exemple. Donc l'habitat des pygrièches. Donc je vous ai donné la répartition et le type d'habitat. Et à l'intérieur de ce type d'habitat, vous avez des végétaux, bien sûr. Et les pygrièches nichent dans des arbustes ou des arbres. Et selon l'espèce, elles favorisent plus ou moins certains végétaux. Donc là, vous avez les végétaux qui sont utilisés par la pygrièche à tête rousse pour nicher. Et on voit qu'elle niche principalement dans les ronciers, puis après dans des lentisques, et enfin dans les myrtes et les chênes verts. Après, les autres catégories sont vraiment minimes, donc on ne va pas en parler. Donc on va se contenter de dire que la pygrièche à tête rousse niche principalement dans les ronciers et dans les lentisques, les myrtes et les chênes verts. Ce qui se passe dans la nature, c'est que généralement, ces 4 espèces sont ensemble. Donc en fait, c'est un milieu où on a ces 4 espèces qui est favorable à la pygrièche à tête rousse. Maintenant, on regarde ce qui se passe pour la pygrièche écorcheur. Bon, alors on a trouvé moins de nids, hein, parce que là, ce que je vous ai donné comme résultat, c'était sur beaucoup plus de nids que pour la pygrièche écorcheur, où on a trouvé beaucoup moins de nids. Mais de toute façon, on voit quand même que la végétation principale pour la nidification, c'est le roncier. Et puis après, on a la lentisque et la myrte qui apparaissent aussi, et en plus l'aubépine. Donc l'aubépine, apparemment, elle n'était pas sélectionnée par la pygriache à tête rousse, et elle l'est par la pygriache écorche. Maintenant, voilà notre deuxième question. Donc, quel plan de Corse faut-il conserver dans les exploitations agricoles? Et là, cette question, elle tient à la fois compte de ce que je viens de vous dire, mais aussi des possibilités sur le terrain, de ce qui est faisable et de ce qui est supportable. Et il faut voir que quand on est agriculteur, on n'a pas les mêmes contraintes que quand on a un grand jardin
ou quand on doit quand on doit demander des actions. Donc là, vous pouvez en cocher plusieurs. Et vous pouvez cocher des plantes qui ne sont pas forcément apparues dans la présentation, c'est-à-dire des plantes que vous pensez intéressantes, même si personne n'en a parlé. Il y a des plantes qui sont probablement plus intéressantes que d'autres, mais vous n'êtes pas obligé de vous contenter de cocher les plantes intéressantes pour les pygriaches. Tout le monde doit avoir répondu là, je pense. En fait, c'est très intéressant les réponses parce que bon, personne n'a coché la griffe de sorcière, donc tout le monde sait que c'est une plante qu'il ne faut pas favoriser, ça c'est déjà bien. Après, la bruyère, je pense que n'y a pas grand monde qui veut la protéger parce que c'est une plante qui est très susceptible aux incendies, donc on recommande en général de ne pas la conserver. Mais c'est quand même une plante autochtone qui a beaucoup d'intérêt pour d'autres espèces que les pygrièches. De même, le chêne-liège, c'est pareil. Donc en fait, la seule plante qu'il ne fallait pas cocher, c'était les griffes de sorcière et personne ne l'a fait, donc c'est parfait. Après l'habitat, ce qu'il faut conserver pour conserver des espèces, c'est les sources de nourriture. Donc l'alimentation des pygriaches, elle est principalement basée sur les insectes. Ils consomment beaucoup d'orthoptères, c'est-à-dire les criquets et les sauterelles, et puis des coléoptères. Donc les coléoptères, c'est tout ce qui est euh, scarabées et compagnie. Les pygriaches sont aussi capables de chasser un peu en vol, donc elles arrivent à capturer des papillons et des chenilles sur les arbres, bien sûr, et des hyménoptères en vol. La pygriache à tête rousse est aussi capable de manger des invertébrés, c'est-à-dire qu'elle peut manger des, des petits lézards ou des, des petites grenouilles. En fait, pour elle, elle peut faire ça parce qu'elle est un petit peu plus grande que la pygriache écorcheur. La pygriache écorcheur, elle ne peut pas manger de petits vertébrés. J'ai mis invertébrés, mais non, c'est des vertébrés. Alors, pour conserver les insectes, il y a des actions qui sont importantes, surtout en agriculture, puisque on sait que les grandes zones à insectes, c'est plus dans les milieux agricoles. Donc, les actions qui défavorisent les insectes, c'est quand on a une prairie, la fauche en période de reproduction des insectes. Le labour, parce qu'il détruit les pontes, que souvent les orthoptères, elles enterrent leurs pontes. La plupart des insectes qui sont au sol enterrent leurs pontes. Donc quand on laboure, on détruit les pontes des insectes et donc on détruit la génération d'après. Les traitements sanitaires, ben, tous les pesticides et tous les produits vétérinaires. Alors les pesticides, ils, ils ont une action directe. C'est-à-dire qu'on va avoir les insecticides qui tuent directement les insectes, mais on a aussi tous les herbicides qui détruisent la source de nourriture des insectes, donc qui détruisent par voie de conséquence les insectes. Et on a les produits vétérinaires qui, eux, peuvent empoisonner une certaine partie des insectes, ceux qui sont coprophages en particulier, donc ceux qui se nourrissent des déjections des animaux d'élevage. Et ça va concerner plutôt les coléoptères. Et enfin, le dernier point qui désavantage les insectes, c'est la disparition des zones refuge, comme les haies, les bosquets, les murets, tout ce qui est à côté des champs et qui disparaît au fur et à mesure qu'on amplifie l'agriculture, qu'on intensifie les techniques et les moyens. Alors, je vais vous parler plus précisément des insectes, en quoi ils sont vraiment utiles et pourquoi il faut les protéger. Donc, pour commencer, il faut savoir que les populations d'insectes ont diminué de 70 à 80% en Europe, donc c'est énorme.
Et toutes les familles d'insectes sont touchées, comme vous pouvez voir sur le graphe à droite, que ce soit les carabidés, donc ce sont des petits coléoptères, jusqu'au... Alors moi j'ai un petit problème parce que je vois pas ce qu'il y a sous mon truc. Ah ben là c'est sur tous les carabidés, hein, tous les coléoptères sont très touchés et en particulier les bousiers. Donc c'est ce que je vous expliquais. Les bousiers, c'est ceux qui sont coprophages, ils se nourrissent des déjections des animaux et donc ils sont plus touchés que les autres. Mais vous voyez, la place des abeilles n'est pas enviable non plus, puisque bon, on a 60% des populations d'abeilles qui ont disparu. Enfin, c'est énorme, quoi. Pourquoi protéger les insectes? Alors, ils contribuent à la reproduction de 90% des plantes à fleurs. Alors, quand on dit ça comme ça, bah, ça paraît bon, ok, les plantes à fleurs, c'est bien, mais les plantes à fleurs, c'est toutes les plantes qui nous nourrissent. À part les graminées qui ont des fleurs qui peuvent être autofécondes, toutes les autres plantes ne sont pas autofécondes et ce sont les insectes qui les pollinisent. Et cette pollinisation faite par les insectes permet de conserver la diversité génétique des plantes. Si on ne faisait pas de fécondation croisée par les insectes, si on n'avait pas de fécondation croisée par les insectes, en fait, on n'aurait que des clones. Et ces plantes qui sont issues d'un clone sont beaucoup plus fragiles que des plantes issues de croisement. Si on considère donc l'agriculture, les insectes pollinisent un tiers des cultures. Donc c'est énorme. En tout cas pour nous, la disparition des insectes, ça aurait un impact monstrueux sur l'agriculture. Indépendamment de nous, ils nourrissent des espèces d'oiseaux. La plupart des oiseaux consomment des insectes à un moment ou à un autre de leur stade de vie. Il y a des insectes, il y a des oiseaux qui sont, que l'on dit granivores, mais même ces oiseaux-là, quand ils élèvent leurs jeunes, ils sont obligés de fournir des protéines en plus grande quantité, et donc ils attrapent des insectes pour leurs jeunes. Et les insectes nous permettent de recycler les matières organiques et de ne pas avoir une couche un substrat au sol qui soit pérenne. Au contraire, il dégrade tout pour le transformer en humus, ce qui concourt aussi à notre agriculture, en tout cas au maintien de tous les paysages. Donc, vous avez une troisième question. Quelles sont les pratiques que vous recommandez pour protéger la biodiversité? En attendant que tout le monde réponde au Book on a déjà une première question dans le chat Ouais. de Fanny. Elle demande, est-ce qu'il y a une compétition entre les deux espèces de pies grièches, notamment pour les lieux de nidification, par exemple? Alors, les deux espèces nichent à certains endroits, elles nichent en sympatrie, c'est-à-dire que les deux espèces sont présentes sur les mêmes milieux. Et ce qui se passe, c'est que la pie grièche à tête rousse, qui est donc la plus grosse, arrive en premier. Elle arrive 15 jours avant les pies grièches écorcheurs de migration. Donc, en fait, elles ont 15 jours pour s'établir. Et quand les pies grièches écorcheurs arrivent, eh ben, elles prennent ce qui reste. Voilà. Mais il y a des zones en Corse où les deux espèces ne sont pas en sympatrie. Et en particulier, il y a des zones à très forte densité de pygrièches écorcheurs où là, l'hypothèse, c'est que les pygrièches à tête rousse ne trouvent pas le milieu qui leur convient. Donc Dans en fait, quelle zone, par exemple? dans le Nebiu, par exemple, on a beaucoup de pygrièches écorcheurs et dans le Gyeongsang. Et en fait, on a peu de pygrièches à tête rousse, sauf dans les zones où il y a du pâturage. Ok. Enfin, des vraies prairies, parce qu'en fait, il y a du pâturage un peu partout, mais quand on a des vraies prairies, on peut avoir des pygrièches à tête rousse, mais sinon, c'est plutôt la pygrièche écorcheur. Après, la pygrièche écorcheur semble beaucoup moins comment dire, difficile, on va dire, dans le choix de son habitat. Dans la mesure où elle favorise, elle, les pontes dans des ronciers, il y a plus de ronciers que de zones de végétaux autochtones. Enfin, c'est plus facile dans les milieux agricoles de trouver un roncier qu'un résidu de maquis, quoi. Ok.
Alors, pour ce qui est des réponses, alors tout le monde est d'accord pour conserver des bosquets ou des haies. Ça, c'est sûr que c'est les zones refuges, c'est ce qu'il y a de plus important. Bien évidemment, ça va permettre aux oiseaux de nicher, mais à plein d'autres espèces, comme les tortues par exemple, d'avoir des zones refuges où elles sont tranquilles, où elles trouvent de la nourriture. Et de la même façon pour les insectes. En fait, c'est effectivement ce qu'il y a de plus important dans une plaine agricole, par exemple. Euh, la deuxième réponse qui a fait l'unanimité, c'est ne pas utiliser de désherbant, effectivement. De toute façon, dès qu'on utilise un pesticide, on sait qu'on nuit à la santé de beaucoup d'animaux ou de plantes, mais aussi à la nôtre. Donc, bien évidemment, il vaut mieux limiter les utilisations de pesticides. Et après, les autres réponses, c'est préserver des zones non entretenues, c'est aussi une forme de refuge pour d'autres animaux. Donc en fait, quand on arrive à concilier les quatre pratiques qui étaient proposées, on arrive à protéger énormément, je dirais même, en tout cas en Corse, la majorité de la biodiversité présente, puisque la Corse, c'est un endroit qui est vraiment préservé par rapport aussi bien dans les milieux agricoles que non agricoles, et on a la chance d'avoir déjà tout ça à de rares exceptions qui sont un petit peu intensifiées dans les vignobles, mais sinon, on a déjà tout ça, et c'est une chance, c'est pour ça qu'on a des grosses populations d'oiseaux qui sont par ailleurs menacés sur le continent. Mais c'était un petit piège. Alors, il y a la 3 là oui, il y avait un petit piège dans nos questions, me dit Clément. Il y avait une question qui était, est-ce que entretenir les haies et les bandes enherbées au printemps est une bonne chose? Et au printemps, c'est là où c'est la période où toutes les espèces commencent la reproduction. Et si on nettoie tout, on enlève toutes les plantes qui peuvent donner des graines et compagnie, on enlève aussi de la nourriture pour les insectes et les oiseaux. Donc, il faut, dans la mesure du possible, entretenir les haies et les zones refuges de façon générale, plutôt en hiver, quand tout le monde est en dormance. Entretenir au printemps, ça veut dire on enlève les ressources alimentaires de beaucoup d'espèces à la période de reproduction. Donc la question 3, c'était le piège. Là, je vous présente rapidement les espèces qui vivent dans les mêmes milieux que les pie-grièches. Donc les pie-grièches, si vous avez bien compris, c'est dans les milieux agricoles peu intensifs. Et dans ces milieux-là, on rencontre aussi bien la huppe faciée, qui est très reconnaissable, la mésange bleue, la tortue d'Hermann, le faucon cresserelle. Je vous présente, il y a les noms, donc vous connaissez tout le monde, voilà, aussi bien que moi. Je pense que je vais vous parler maintenant, après vous avoir parlé des services rendus par les insectes, je vais vous parler des services rendus par les oiseaux. Donc, bon, là, tout est écrit, donc je ne sais pas si je vais le lire rapidement, mais vous pouvez, je ne vais pas tout dire probablement. En forêt et partout ailleurs d'ailleurs, les oiseaux régulent les populations d'insectes et certains comportements comme celui du jet permettent la régénération des forêts. Enfin, le jet, on sait que juste avant l'hiver, il cache énormément de glands et le fait de cacher ces glands permet la régénération des forêts de chênes, par exemple. En zone périurbaine, bon, c'est comme dans l'agriculture, en fait, il va y avoir le service de pollinisation, la dispersion des graines, et puis la lutte contre les insectes ravageurs, mais aussi les rongeurs. Il y a des oiseaux qui mangent, par exemple, les chouettes effraies, qui consomment beaucoup de petits mammifères comme les rats, les souris et compagnie, et ça rend service aussi bien dans les zones urbaines et périurbaines que dans l'agriculture. Et pour exemple, par exemple, et on peut parler des hirondelles. Une hirondelle consomme 300 insectes par jour. Alors, les hirondelles, elles chassent en vol et elles consomment préférentiellement des insectes de la taille des moustiques.
Donc, quand vous avez des insectes, des hirondelles sur les immeubles, en fait, ça protège de l'invasion des moustiques. Les gens ont tendance à pas se rendre compte de l'importance de l'hirondelle dans leur cadre de vie parce que ça fait aussi des fientes sur les balcons. Mais sans les hirondelles, on aurait beaucoup plus de moustiques. Euh, dans les milieux agricoles, par exemple, dans les plantations d'agrumes, les mésanges consomment énormément de chenilles et de petits insectes. Et là, par exemple, un couple de mésanges qui se reproduit consomme 40 000 chenilles. Ça, c'est-à-dire, si on favorise les mésanges, on n'a pas besoin de mettre d'insecticides pour lutter contre les papillons et leurs larves. Voilà quelques exemples de services rendus par les oiseaux. J'espère que ça vous convainc de l'importance de les protéger. Et je pense que c'est la dernière question de ma partie. Après, je passerai la parole à mon collègue. Donc, la dernière question de ma partie, c'est, selon vous, quelles sont les espèces à protéger en Corse? Et vous avez un petit piège, mais que vous connaissez déjà. Personne n'est tombé dans le piège. C'est super. Je passe la parole à Clément qui va vous parler de notre projet beaucoup plus précisément, ce qu'on fait avec les agriculteurs en Haute-Corse. Voilà, donc avec les constats écologiques que nous a présenté Carole, donc le Corse a décidé de mettre en place un nouveau projet en partenariat avec les agriculteurs, donc pour protéger la pie-grièche, mais pas seulement, toute la biodiversité qui se trouve dans les milieux agricoles. Donc ce projet, il découle en 5 étapes. Donc notre première étape, c'est d'abord d'identifier des exploitations agricoles qui sont volontaires pour mettre en place des pratiques favorables à la biodiversité. Donc, pour commencer, on fait un premier appel téléphonique, puis on va voir l'exploitant sur place. Et l'objectif, donc, c'est de savoir ses pratiques actuelles, lui présenter toutes les pratiques qui vont améliorer l'habitat des pie-grièches et de la biodiversité, puis pour ensuite vraiment savoir qu'est-ce que l'exploitant il est prêt à faire et par exemple notamment planter ou mettre en place des bandes enherbées. Et en fait, suivant ce qu'il est prêt à faire, on va l'aider à faire un montage des demandes financières, donc de dossiers, pour qu'il puisse être aidé notamment dans la prise en charge de plantation. Donc, tout ce qui va être pour le matériel pour planter les arbres ou les arbres eux-mêmes. Le but, c'est que l'exploitant ait le moins possible à payer. Actuellement, la majorité de nos demandes financières, elles sont auprès de la DREAL, donc via un fonds vert, et ça nous permet de planter des bosquets et des forêts chez les exploitants. Euh, donc ensuite, l'étape suivante, c'est d'implanter ces essences autochtones. Donc nous, le Corse, on va avoir un rôle d'accompagnement sur les plantations. Donc on va donner des conseils pour que les plantations réussissent au maximum et on va aussi suivre pour contrôler si tout ce qui a été dit dans les dossiers de demande financière ont bien été respectés. Ensuite, la quatrième étape, c'est réaliser un diagnostic écologique des parcelles. Donc ça va se faire par des inventaires. Donc on va faire des inventaires floristiques. Donc notamment déjà voir tout ce qu'il peut y avoir comme essence dans les haies et les bosquets, les arbres déjà présents sur l'exploitation. On va aussi faire des inventaires entomologiques, donc voir les insectes qui sont aussi présents sur les parcelles et enfin des inventaires ornithologiques pour voir plus les espèces d'oiseaux et notamment se concentrer sur les pie-grièches. Enfin, on va mener des actions de sensibilisation en parallèle, donc comme ce webinaire d'aujourd'hui, ou alors
on fait aussi des actions avec les agriculteurs et des élèves de formation agricole que notamment on amène sur les exploitations pour aider les agriculteurs à planter et on leur présente un peu le projet, on essaie de les sensibiliser donc à l'écologie de la pie-grièche et des autres espèces présentes dans les milieux agricoles. Euh, notre action majoritaire, principale, ça va être de planter des arbres, donc sous forme de haies, de bosquets, de fourrés, directement dans les exploitations, donc aux alentours des parcelles ou même à l'intérieur des parcelles. Donc pourquoi planter des arbres? Ça va permettre donc plusieurs services écosystémiques, notamment une meilleure adaptation au changement climatique sur les parcelles avec la création de microclimats et du stockage de carbone. Ensuite, on va avoir une meilleure gestion de l'eau. Les arbres, ils favorisent l'infiltration de l'eau et le stockage et ils permettent aussi d'épurer l'eau, qui va servir aussi aux cultures alentours. Ensuite, les arbres, ils vont enrichir les sols. Ça va apporter de la matière organique, structurer les sols, réveiller toute la biologie du sol, donc tout le réseau mégorhizien ou les organismes qui sont présents dans le sol et qui vont participer à la fertilité du sol. Les arbres, ils peuvent aussi permettre la production de certains matériaux comme le bois, mais aussi de fruits. Donc, ça peut être quelque chose qui est en plus de l'activité principale de l'exploitant. Ensuite, ça va favoriser le bien-être animal par l'ombre qui va être créée, notamment dans les élevages, où on va avoir des fois des parcelles très rases, où on voit les animaux en pleine chaleur. Et enfin, ça va notamment préserver la biodiversité en créant des nouveaux habitats avec des espèces qui vont notamment permettre de plusieurs services écosystémiques comme la pollinisation, donc majoritairement par des fleurs. Euh, et enfin, ils vont aussi ils peuvent limiter les transferts de produits phytosanitaires et limiter l'impact que ça va avoir sur la mortalité de toute la biodiversité. Donc là, voilà, je vais vous présenter un exemple d'un domaine viticole dans le Nebiou sur lesquels on a fait un premier projet. Donc pour commencer, à gauche, vous pouvez voir l'exploitation. On a fait un inventaire floristique donc, dans les haies pour voir quelles essences étaient favorables à la pie-grièche. Donc là, on a mis en rouge les habitats qui seraient favorables à la nidification de la pie-grièche et les aménagements à réaliser, donc, qui vont augmenter le nombre d'habitats potentiels favorables à la pie-grièche, donc avec les gros points qui vont représenter des bosquets et les plus petits points des fourrés. Donc, des bosquets, typiquement, ça va être des plantations de 4 sur 4 mètres. Où on va planter donc, plusieurs essences, donc des essences d'arbres, de buissons et de plantes mellifères notamment. Et les fourrés, ça va être plus petit, c'est un carré de 1 fois 1 mètre, où pareil, on va planter plutôt des essences buissonnantes et moins d'arbres. Donc, ces nouveaux aménagements, là, vous pouvez voir sur ces cartes, en fait, où on a représenté les corridors écologiques, donc des liens qu'il peut y avoir entre les habitats de la Pie-Grièche. Et on peut voir que ces corridors écologiques ils vont être multipliés forcément si on ajoute les bosquets et forêts euh, dans les parcelles. Donc, une dernière question sur Wooklap, c'est quelles sont les pratiques réalistes selon vous à mettre en place sur les exploitations? Je vous laisse répondre. Donc l'idée, voilà, on a que des
pratiques qui sont favorables pour la biodiversité. Et donc l'idée, c'est vraiment voir qu'est-ce qui est possible vraiment à faire pour les agriculteurs, parce que on sait qu'il y a aussi beaucoup de contraintes du côté des agriculteurs. Et selon vous, qu'est-ce qui est le plus réaliste, quoi? Donc je vois que actuellement, ce qui ressort le plus dans le réalisme des pratiques, ça va être conserver des haies, des arbres isolés et des bosquets. Donc, en effet, aujourd'hui en Corse, il y a quand même assez peu d'exploitations qui n'ont pas du tout de haies. L'idée, c'est juste d'avoir au maximum ces infrastructures agroécologiques pour la biodiversité. Ce qui est réaliste aussi, on a conservé les prairies naturelles et des zones enherbées. Donc, malgré qu'il y ait de la production, on peut quand même garder quelques zones qui sont justement préservées. On va pas faire de fauche, pas faire de labour. Euh, donc, par contre, ce qui est le moins réaliste selon vous, c'est pas faucher entre avril et fin août. En effet, c'est ce qu'on retrouve sur le terrain avec les agriculteurs. Et pour eux, ça reste quand même difficile de ne pas faucher sur ces périodes-là, sachant qu'on leur demande notamment pour les incendies de faire des fauches rases. Donc l'idée en fait c'est essayer quand même de garder des zones enherbées même si on fauche certaines zones, garder un maximum de zones préservées. Et surtout, en fait, ce qui peut pallier au fait qu'on ne fauche pas, c'est de faire du pâturage. Ça, c'est très important parce que le pâturage et la présence d'animaux d'élevage, ça favorise encore plus la biodiversité. Alors moi, j'ai réfléchi longtemps au problème des fauches, parce que les gens, ils fauchent. Quand on fauche pas pour les récoltes, c'est un peu du travail surnuméraire. Et je me demandais s'il serait possible de mettre en place des systèmes d'éco-pâturage dans sur les exploitations, c'est-à-dire d'avoir, par exemple, comme ça se fait maintenant dans certaines villes et périurbains sur le continent, d'avoir quelqu'un qui a un troupeau de moutons, par exemple, et puis qui fait circuler son troupeau sur les exploitations qui veulent pas faucher. Et le fait de ne pas faucher et de faire juste pâturer, bon, ça réduit bien sûr les végétaux, mais ça les réduit de façon à ne pas impacter ni les insectes, ni les autres animaux qui sont présents. Donc c'est vraiment un avantage. Alors on n'a pas posé cette dernière question euh, de façon par ou clap là, mais moi j'aurais bien aimé savoir si vous pensez que c'est quelque chose qui peut être mis en place en Corse. Est-ce que ça pourrait fonctionner? Je ne sais pas comment on va me répondre, mais peut-être Peut-être apprendre on peut essayer de répondre dans le chat QR. Ouais. Si tout le monde Donc, peut essayer de répondre par oui ou par non, ou avec un petit pourquoi. bon, Euh, on verra peut-être ça à la fin. Je vais laisser oui. Clément continuer. Mhm. Voilà, donc je finis avec ça. C'est donc les pratiques qui favorisent les deux espèces de pie-grièche, la pie-grièche à tête rousse et pie-grièche écorcheur. Donc d'abord, il va falloir en fait qu'elle ait accès à deux zones importantes qui vont être ces sites de nidification et des zones d'alimentation. Donc pour préserver les sites de nidification, il est important de garder de la végétation autochtone et essayer de planter, quand on plante, au maximum des végétaux qui viennent d'ici. Ensuite, c'est conserver les haies, arbres isolés, bosquets, les épineux aussi, parce que comme on l'a vu précédemment, Carole vous l'a expliqué,
les épineux sont importants dans les cycles de nidification, notamment les ronces, la salse pareil, l'asperge, l'aubépine, et entretenir les éléments du paysage au maximum en hiver. Donc l'hiver où il y a le moins d'activité niveau faune, c'est vraiment important de prioriser cette période. Ensuite, ça va être préserver les zones d'alimentation. Donc, comme on l'a dit, garder des zones enherbées, c'est très important pour avoir tout le cortège d'insectes qui vont permettre d'alimenter les pies grièches. Essayer de limiter ces fauches entre début avril et fin août, avec le pâturage qui est conseillé, comme on l'a dit. Euh, Ensuite, mettre en place des zones enherbées non labourées à proximité des haies et des bosquets naturels si c'est possible. Donc, dans les vignes et vergers, par exemple, on pourrait avoir l'idée de ne faucher qu'un rang sur deux, ou dans les prairies, laisser une bordure de 5 mètres non fauchés le long des haies. Euh, et ensuite, enfin, ça va être garder des, des arbres isolés, parce que les pigrièches, elles chassent à l'affût et elles aiment bien utiliser les arbres isolés qui sont à l'intérieur des parcelles pour se poster et ensuite aller chasser. Et enfin, comme on l'avait déjà dit, ne pas utiliser d'insecticides ou d'herbicides. Là, voilà une rapide fiche. Tu peux reprendre. Alors ça, c'est un flyer qu'on a fait avec la DRAF. euh, et, et puis, euh, et puis l'Adréal. Et c'est pour expliquer comment on peut répondre aux normes mises en place pour les incendies, tout en conservant des choses favorables à la biodiversité. Donc cette petite affichette est disponible facilement. Elle existe aussi sur les sites internet de alors, je crois elle devrait être sur le site internet de la ville d'Ajaccio, mais en tout cas, elle est disponible, donc je peux la fournir à tous les gens qui veulent. Ça permet d'être un peu moins brutal quand on fait, quand on nettoie avant les incendies ou pour les incendies. Il y a des choses qu'on peut conserver sans contrevenir à la législation, et c'est important de le savoir. Donc voilà, pour finir, on vous laisse nos contacts. Si vous connaissez des agriculteurs qui sont intéressés ou que vous-même vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à noter nos mails et numéros de téléphone. Et Bah, on va merci finir. beaucoup, ouais, Carole et Clément pour la présentation. Donc, s'il y a d'éventuelles questions suite à la présentation, vous pouvez lever la main ou alors écrire les questions toujours dans le petit QR, le petit onglet QR. Je les transmettrai à Carole et Clément. Sinon, on a Sandrine qui a partagé le lien de la brochure. Donc, il y a une brochure qui a été faite en collaboration avec le CEN et la Chambre d'agriculture. Donc, vous avez un lien direct vers le site de la Chambre d'agriculture et vous pourrez retrouver la petite brochure qui me semble est une avant-première, vu qu'elle n'a pas encore été diffusée. Elle n'a pas été livrée, mais elle est diffusée. Voilà. Alors, j'autorise le micro à la question. Fanny, on t'écoute. Oui, c'est juste pour revenir sur... Bonjour à tous, merci pour la présentation. C'est juste pour revenir sur la brochure. Là, la brochure qui est disponible à l'heure actuelle, c'est pas celle qu'on a fait en collaboration avec le CEN, c'est celle qui est issue des travaux sur le pacte et qu'on publie. Et par contre, la brochure en collaboration avec le CEN, elle va arriver incessamment sous peu parce qu'elle est en fin de correction là et elle va être mise en page. Donc, elle devrait sortir, je pense, d'ici 2 petites semaines. Donc, elle sera aussi disponible sur le site internet, je pense. Voilà, c'était juste pour cette petite... Ok, bah merci. et D'ailleurs, j'ai eu l'info comme quoi la brochure sera dans le replay, enfin le lien sera dans le replay du webinaire, de ce webinaire-là. Donc, voilà. Mais merci de préciser, j'avais pas l'info. pas de souci. Euh,
Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Si j'ai... Hop, Attendez. là, non, vas-y, parle, c'est bon. Ah, ok. Activer le son. Oui, Oui, moi, moi, j'avais j'avais des questions. Vous m'entendez bien là? Ouais. Oui, il y a un peu J'avais une d'écho, mais on question entend. par rapport au fait, est-ce que vous avez déjà observé des comportements d'adaptation des pies justement à des milieux qui seraient pauvres en habitat, leur habitat qui leur est habituellement naturel? Alors, c'est ce qui se passe sur le continent. Les pies grièches, en fait, dans les habitats agricoles, elles ont de moins en moins de plantes autochtones et elles ont principalement des ronciers. Donc, Est-ce qu'il y a eu des déjà, les ronciers sont sélectionnés pour la nidification parce qu'ils apportent quand même de la protection. Mais ça signifie quand même par ailleurs que au niveau de la diversité, on a un appauvrissement. Et quand on a un appauvrissement de la biodiversité végétale, on a aussi un appauvrissement de la biodiversité animale. Donc on va avoir un appauvrissement en espèces d'insectes, par exemple. Mais elles peuvent s'adapter à des milieux où il y a plus que des ronciers. Mais s'il y a plus rien et même pas des ronciers, ça va pas marcher, hein, c'est sûr. Là, les derniers stades qu'on voit dans les zones où il n'y a pas eu d'action pour protéger les pies grièches, les dernières pies grièches nicheuses sont dans des ronciers. Ok, il vous remercie. Parce que Ah oui, j'ai entendu à côté, il vous remercie de la réponse. Je vais laisser la parole à Annabelle. Oula, autoriser le micro. Annabelle, si tu peux ouvrir ton micro et normalement parce que je vois que tu es mute, mais tu as l'autorisation. Je peux pas te démute de mon côté. Parce que je l'ai déjà autorisé à parler. Tu peux pas cliquer sur ton micro, Annabelle? je vais l'écrire. Ah, bon. Alors, question. Annabelle, seules les participants sélectionnés peuvent activer le son. Mais je t'ai sélectionné, Annabelle. Si tu peux poser la question dans le chat. En attendant, Luc, il a une autre question, autrement, en attendant que tu écrives. Mais tu peux poser ta question. Ok. Oui, en fait, j'avais une autre question que je voulais Oui, en poser fait, en même j'avais temps, une autre mais question que je voulais poser en même temps, mais On a de l'écho, attention. j'ai oublié. Et en fait, c'était juste, vous disiez qu'il y avait, je me rappelle plus, c'était 60 à 70% des insectes qui étaient en déclin en Europe, Ouais, c'est ça? c'est ça. Et que en Corse, on était assez préservé. Mais est-ce qu'on a des chiffres justement sur la Corse en particulier, sur le déclin en termes de biodiversité, surtout au niveau des insectes en Corse? Alors, je ne sais pas si ces chiffres existent. J'entends pas. S'il y a quelqu'un qui travaille dessus, ça va être l'OSIC, donc au sein de l'OEC et de la CDC. À ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de recensement sur l'ensemble de la Corse. Eux, ils travaillent sur des projets qui sont prédéfinis. Et c'est pas un projet prédéfini de voir le déclin de l'ensemble des espèces d'insectes en Corse. Mais ils doivent avoir quand même des idées de ce qui se passe en travaillant sur certains groupes. Mais il faudrait les contacter directement, eux, pour avoir ces réponses-là. Donc, Madame Ruiz ou je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Cyril Berquier. Donc, Madame alors, Ruiz ou Monsieur Berquier à l'OSIC. En fait, c'est juste que j'ai pas entendu le début de la réponse. C'est quels instituts? C'est quel C'est l'OSIC qui dépend de l'OEC. Donc, c'est une branche de l'OEC qui travaille sur les insectes spécifiquement. Et si ils ont un site sur Internet.
Et les personnes référentes de mémoire, en tout cas la directrice, c'est Madame Ruiz, et la personne que je connais, c'est Monsieur Berquier. S'il y a quelqu'un qui a des éléments de réponse, ce sera eux. Ok, merci beaucoup, Carole. Du coup, Annabelle, j'ai bien reçu ta question. Donc, elle voulait savoir si le SEN avait des services spécifiques liés à la sensibilisation ou l'éducation des agriculteurs par rapport à ce que vous faites, et auquel cas elle serait intéressée de s'entretenir avec vous. Eh bien, la personne qui s'occupe de la sensibilisation des agriculteurs, c'est mon collègue Clément. Par ailleurs, au SEN, on a une autre cellule de sensibilisation, mais plutôt pour les enfants. Et c'est pas Clément. Mais pour les agriculteurs, c'est Clément. Et qu'est-ce que tu fais du coup, Clément, très concrètement dans ces missions-là? Principalement, en fait, je présente ce projet donc, sur la pigrièche, essayer de voir que vraiment si ils sont ensuite intéressés pour commencer un projet. Mais la présentation que je viens de faire là, on peut la refaire auprès d'agriculteurs directement. Et tu contactes les agriculteurs directement ou tu passes par Oui, des ben moi, ce que groupes? je fais, ouais, j'essaye de les contacter d'abord par téléphone. Donc, j'essaye d'avoir le maximum de numéros de téléphone d'agriculteurs et ensuite je vois s'ils sont intéressés directement. Donc, c'est vrai que si vous avez déjà des numéros d'agriculteurs qui sont intéressés, ça sera plus pratique pour moi. Ok. Ce Est-ce qu'il faut que comprendre, excusez-moi, je vais mettre juste un petit commentaire de fin. Ce qu'il faut comprendre dans ce programme-là, c'est qu'en fait, les PIGRIES donc, bénéficient d'un plan national d'action et par ce biais, l'État met de l'argent pour faire des actions. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur les pigrièches, mais pour préserver tout le cortège des espèces qui vivent en milieu agricole. On va dire que ça fait comme une espèce qui chapeaute toutes les autres. On est obligé de travailler de cette façon, mais l'idée globale, c'est vraiment de protéger toute la biodiversité en milieu agricole. Ok. Du coup, Annabelle, je donnerai le contact de Clément et Carole aussi en même temps si jamais, voilà, pour amorcer une discussion. Ok, de rien. Donc Luc. Encore Oui, du coup, le lien en fait avec donc l'agriculture et je me demandais si vous participiez et notamment dans la prochaine PAC qui va arriver, est-ce que vous participez justement à l'élaboration de MAEC en lien avec l'ODARC ou tout ça enfin, est-ce que vous êtes autour de la table pour ce genre Alors, de voilà pour ce genre de dispositif? personnellement, j'essaye vraiment de travailler avec l'ODARC. Je mets beaucoup d'efforts pour qu'on puisse mettre des MAEC spécifiques biodiversité. Après, c'est vrai que j'ai pas de pouvoir de décision et en fait, je ne suis pas au courant de ce qui se fait à l'ODARC même. Donc moi, je pousse, et j'incite à faire certaines choses, mais j'ai aucun pouvoir. Et si l'ODARC décide de pas faire de MAEC biodiversité en 2027, eh ben, ce sera comme c'est maintenant. On n'en aura pas. C'est pas moi qui peux je peux juste inciter, voilà, et donner bien sûr des pistes les plus intéressantes. Merci pour ta réponse, Carole. On va bientôt clôturer ce webinaire. Je tenais juste à vous signaler, Carole et Clément, que Fanny, elle a répondu à la question par rapport au pâturage, à l'éco-pâturage des animaux sur les parcelles, les espaces non fauchés. Euh, donc, je peux vous la lire. Oui, c'est possible pour moi, sous réserve que les agriculteurs et les éleveurs se soient mis d'accord en amont.
les freins qui peuvent exister, absence de clôture sur ces terrains qui oblige les éleveurs à faire du gardinage pendant une période de travail qui peut être importante à cause de la récolte de fourrage. Une partie des animaux montent en estive à partir de juin et ne sont donc pas disponibles sur une partie de la période. Par contre, il existe déjà des associations d'éleveurs viticulteurs pour le pâturage des interrants des vignes, mais qui s'effectuent plutôt en hiver. Voilà. Super, ouais, mais c'est très intéressant. Bon, après, ce qui se passe dans l'éco-pâturage, de ce que j'ai pu voir, moi, sur le continent, c'est que les propriétaires du troupeau se déplacent avec une clôture mouton carré en plastique là, électrifié. Et ils déplacent ça au fur et à mesure, mais j'imagine que c'est pas forcément facile à mettre en place partout. Donc, bon, mais déjà, du pâturage en hiver, c'est déjà beaucoup, quoi. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est ce qui se fait dans le sud de la France. Les vignes sont pâturées en hiver et c'est déjà un plus pour la biodiversité. Fanny, normalement, tu peux parler. Ouais, c'était juste pour dire à Carole, ouais, les filets électriques, il y en a, mais en fait, les exploitants, enfin en tout cas nous, quand on parle des clôtures électriques type filet pour les exploitants, là, ils disent que ça les arrange pas trop parce que déjà, il y a pas mal d'animaux qui respectent pas l'électrique. Et en fait, pour ce qui est des filets, moi, en tout cas, certains m'ont répondu, c'est que du coup, les filets, il y a les cornes qui se coincent Donc, à ils se prennent dedans, l'intérieur, ouais. qui se prennent dedans, et du coup, c'est un peu compliqué. Mais enfin, en tout cas, Mhm. c'est des choses qu'on essaye de voir avec eux pour les mettre en place, parce qu'en effet, ça demande moins d'investissement de prendre des clôtures mobiles comme ça et ça voilà ça pourrait permettre d'éviter le gardiennage à des moments compliqués. Après les éleveurs qui enfin là moi que je connais en tout cas qui pâturent les vignes et tout en fait ils font du gardiennage en hiver c'est un peu moins difficile pour eux et du coup ils gardent le troupeau quand ils vont sur ces parcelles là quoi Mhm. voilà ça fonctionne pas mal c'est bénéfique pour les deux parties. Donc voilà, faudrait essayer de développer un peu ça si c'est possible. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne idée et pas mal d'éleveurs sont OK avec ça. Et ça existe où actuellement? Moi, je sais que là, en Corse du Sud, les derniers que j'ai vus, et après j'ai des zones en plaine orientale un petit peu, donc là, qui sont pas sur des vignes, qui sont plutôt sur des prairies ou des jachères où l'agriculteur il monte ponctuellement chez une exploitation, enfin dans une autre exploitation, quoi. J'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai quelques. Ouais, À ma connaissance. Après, il y en a peut-être ailleurs, mais je sais que ça se développe, quoi. Parce qu'en fait, comme les éleveurs sont aussi à la recherche d'une nouvelle zone de pâturage pour avoir bah, du fourrage pour leurs animaux gratuits, entre guillemets, en fait, je pense que ça va prendre de l'ampleur petit à petit. Ça, c'est une bonne nouvelle. et apparemment, Sandrine me dit qu'il y a un gros, à Patrimoine, il y avait un gros troupeau. Enfin, enfin, ça se pratique aussi dans les vignes. Voilà. Alors, Ah on va ouais, être ça à court de m'intéresse de temps. connaître On qui va est on va laisser le temps à l'éleveur. Grégory de poser sa question. Euh, donc, je vais autoriser la prise de parole. Donc, tu peux activer ton micro. Ah, bah alors, Ah, ça marche pas. Non, ça se fait. comment ça se fait? Il n'y a que les gens de la Chambre d'agriculture qui ont le droit Chambre. de poser des questions. Là, si tu désactives le micro, il peut plus. Donc là, il est Si mute. je vais essayer de l'autoriser. Vas-y, autorise. Ça va. Est-ce que Grégory, tu peux prendre la parole? C'est bien, c'est bien. Comme Annabelle, ouais, comme Annabelle. Attends, on va le mettre comme présent. Alors, on va essayer de changer ton statut, Grégory, pour voir si. Ah, Ah, c'est si, bon. c'est bon? Non, c'est bon. Là, Ah, si vous m'entendez? ouais, on t'entend, c'est bon. Oui. C'était pas pour poser une question, non, c'était pour revenir sur la possibilité de pâturage. Effectivement, je pense qu'il y a un paquet d'éleveurs que ça pourrait intéresser, notamment sur toutes les parcelles où on a de l'agroforesterie et c'était ça, hein, pour compléter les propos de Ah oui. Fanny. C'était pour dire sur de l'affouragement et sur du complément alimentaire, je pense que ça va beaucoup les intéresser.
Le problème, c'est la maîtrise foncière, mais à partir du moment où sur des vignes ou des vergers, ça, c'est pas le problème pour le coup. Ok. Bah, merci beaucoup. Bon, pile poil Merci. midi. Merci beaucoup pour l'intervention de tout le monde, pour Carole et Clément d'avoir fait la présentation avec le petit WooClap en interaction. Merci à tous les participants. Donc, je rappelle que ce webinaire a été enregistré et le replay sera disponible sur notre site internet. Donc voilà, si vous voulez le revoir, si vous avez des questions, etc., c'est possible. Donc pour vous tenir au courant, le mois prochain, donc le 3 février, il y aura un autre webinaire destiné à la découverte de la ferme pilote en aquaponie. Donc ça sera le 3 février. Donc vous pouvez le noter dans votre agenda si ça vous intéresse. Et voilà, on vous remercie encore et on espère que vous avez passé un agréable moment. Voilà. Et bon appétit à tous. Et bonne Merci année à tout le ceux qui on n'a monde et pas bonne souhaité la bonne journée. année. Merci. Bon Au appétit, revoir. bonne journée, bonne année. À Merci. bientôt. Au revoir. À bientôt. Attends, mais je crois qu'elle voulait qu'on reste à la fin. Je ne savais pas.